qu'un meeting de clôture, c'est comme une réunion de famille à la fin des vacances où on va se séparer après. Et donc, je souhaiterais dire 2 ou 3 choses de ce que j'ai appris dans mon existence. Qu'est-ce que j'ai appris? J'ai appris d'abord que l'argent n'a pas d'importance. Alors bien sûr, vous allez dire, il est marrant, lui, ce qu'il gagne, hein, il dit qu'il n'y a pas d'argent, ça n'a pas d'importance. Hein, vous avez pensé ça, là? Eh oui, voilà. Il y en a qui verbalisent, qui pensent dans leur tête. Non, il n'a pas d'importance parce que moi, je suis né dans un milieu extrêmement modeste. Je vivais en métropole dans des HLM, c'est-à-dire des logements sociaux, où à l'époque, on mettait tous les immigrés, bien évidemment, plus les pieds noirs, puisque ils arrivaient d'Algérie, ils étaient considérés comme des demi-Français, pas des Français véritables. Je rappelle que Gaston Defferre, à la une du Provençal, avait dit « On ne veut pas des pieds noirs chez nous ». Il était maire de Marseille à l'époque. Il faut se souvenir de tout ça. Et donc, on vivait dans des conditions extrêmement modestes. Et j'ai toujours entendu dire après que le fait de ne pas avoir de moyens, de naître dans des familles de peu, dans des familles de travailleurs modestes, d'employés modestes, d'ouvriers modestes, ne pouvait pas te conduire dans la vie à aller de l'avant, à gravir des échelons, à améliorer ta situation. Et ça, à Calédonie Ensemble, on considère que cette sorte de prédestination, là où tu nais, tu as vocation à rester. Dans la catégorie sociale dont tu dépends, tu as vocation là aussi à y rester. On considère que cette prédestination, elle ne doit pas exister dans notre société. Qu'on doit offrir à chaque Calédonien les mêmes chances de réussite, les mêmes chances que l'ascenseur social fonctionne pour lui, les mêmes chances, quel que soit le milieu dans lequel il est né, aussi modeste soit-il, de pouvoir avoir des rêves les plus grands possibles. Et ça fait partie de notre ADN. Ensuite, contrairement à Philippe Michel, qui était très brillant à l'école, ne travaillait pas beaucoup, mais bon, mais il trichait un peu. Ça, il n'ose pas le dire parce que c'est gênant, mais il trichait, il regardait toujours sur le cahier des mecs à côté. Vous voyez, le mec qui a toujours les yeux qui tournent comme ça. C'est un mec comme ça. Enfin, il était malin, quoi. Bon, on ne peut pas lui en vouloir, il était malin. Mais moi, je me souviens très bien à l'école, je détestais l'école. Mais alors, qu'est-ce que ça m'a gavé l'école? C'est incroyable, c'était insupportable. Toi aussi, Gisela, je crois. Je crois que tu n'as pas dépassé la maternelle, toi. Non, je peux te pourrir un peu aussi, parce que tu m'as mis dans la gueule, mec. J'ai du retard, là. Lui, Ghislain a fait l'université à Thio, vous voyez, ça mène à tout. Hein. Bravo Ghislain pour ton université. Et donc là, contrairement à Gaëliano, qui a fait des études très brillantes aussi, d'expertise comptable, de commissariat aux comptes, vous voyez, des trucs, c'est inaccessible pour beaucoup d'entre nous ici. Hein. Bon. Et notamment pour moi. Moi, j'ai même raté mon bac. À l'époque, il fallait avoir 6 pour avoir l'oral. J'ai pas eu 6. J'ai pas eu 6. Alors, j'ai eu des mecs qui se disaient c'est pas possible. Et d'ailleurs, je croyais tellement que c'était pas possible que je suis allé 3 fois au lycée La Pérouse. À l'époque, c'était affiché. Et 3 matins d'affilée, je suis allé voir pour voir pourquoi il n'y avait pas mon nom. Et puis je rentrais à la maison, je dis bah non, t'as pas le bac, t'es pas à l'oral. Puis je revenais le lendemain quand même regarder. 3 jours d'affilée comme ça. C'est incroyable. Et mon père me disait t'arriveras à rien, t'as pas ton bac. Bon, après, je me suis un peu repris, il était temps, hein. J'avais un peu de retard à l'allumage. Mais là, je me suis dit autre chose. Et on l'a vu récemment avec l'école 42. Vous avez vu le succès de l'école 42, cette école de développeurs numériques qui a opté pour une école sans prof, sans cours, gratuite, sans heures, ouverte 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, où c'est en groupe et selon des modules d'auto-organisation que tu progresses, que tu prospères et que tu atteins tous les niveaux. Et bien cette école, en France métropolitaine, il y a aujourd'hui 50 000 jeunes Français qui ne réussissent pas dans le système scolaire traditionnel et qui réussissent à rentrer dans cette école et à développer leur talent et leur potentiel au travers de ces nouvelles méthodes pédagogiques. Et quand on a fait ça en Nouvelle-Calédonie,
Les gens ont dit, mais ça sert à quoi l'école 42? De toute façon, s'ils ne réussissent pas à l'école, ils ne vont pas réussir à l'école 42, quoi. On a eu 600 jeunes Calédoniens de toutes les ethnies qui sont venus passer les tests. Et sur les 600, il y en a 120 qui ont réussi les tests. C'est-à-dire des jeunes pour lesquels le système scolaire n'est pas adapté, mais qui, en dehors du système scolaire, ont des talents, des potentiels et des compétences qu'ils peuvent explorer et faire prospérer. Et bien, c'est ça aussi que la vie, elle m'a appris. Elle m'a appris qu'indépendamment de ton cursus scolaire, indépendamment des diplômes que tu n'obtiens ou que tu n'obtiens pas, la valeur de chaque être humain peut s'exprimer différemment, que ce n'est pas automatiquement dans un cadre et dans un moule qu'on peut donner le meilleur de nous-mêmes, et qu'il faut accepter qu'il y ait d'autres chemins qui puissent être empruntés pour permettre à chaque individu, et chez nous, à chaque Calédonienne et à chaque Calédonien, de s'épanouir dans sa vie personnelle. C'est la deuxième leçon qui a été la mienne. Le diplôme n'est pas l'alpha et l'oméga d'une vie réussie. Le diplôme, bien sûr, pour ceux qui, comme Gaël Yano, ou Philippe Michel, ou Nina Julier, très scolaire, très sérieuse Nina, ou d'autres, ça peut être un chemin. Bien sûr qu'il faut l'encourager, mais il faut savoir que ce n'est pas parce que tu ne réussis pas à l'école que tu es un âne. C'est aussi parce que peut-être tu as d'autres talents à développer d'une autre matière. Et ça, c'est important. Il faut être bienveillant à l'égard de ces parcours différents. Et puis la troisième leçon, c'est que quand j'ai commencé à faire de la politique et que je voulais me présenter à la fois, ce qui était effectivement un peu surprenant. Je dois dire que la première fois que j'en ai parlé à Jacques Lafleur, j'avais 25 ans, c'était dans son bureau, très sombre, il fumait 2 paquets de Marlboro par jour, totalement enfumé, on ne le voyait quasiment pas. Il disparaissait derrière un nuage. Et à l'occasion d'une sortie dans l'intérieur, j'avais fait une rencontre avec les gens de la section du Rassemblement de la foi. Et je me suis dit, ben voilà, ça c'est une commune, tu pourrais t'installer là. Et tu pourrais y faire souche. Et Jacques Lafleur, à qui j'expose ce projet un peu peut-être surprenant pour un vieux notable calédonien comme lui, me dit, mais Philippe, vous n'y pensez pas. Je dis, pourquoi? Il faut dire que je n'étais pas très vif. Hein. Donc, je dis, pourquoi? Et il me dit, mais vous n'êtes pas de la foi. Vous n'êtes pas de la foi, Philippe. Parce que dans l'idée de Jacques, comme dans beaucoup de vieux Calédoniens, et encore aujourd'hui, si tu n'es pas du coin, tu n'as pas le droit, tu n'as pas la carte, tu ne fais pas partie de la caste. Eh ben non, mec. Ben non, 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 non. C'est pas parce que tu n'es pas du coin que si tu as des idées, une volonté, une capacité à entraîner les hommes et les femmes, un leadership à affirmer, que tu ne peux pas construire. La preuve à la fois, indépendamment du fait que Jacques Lafleur considérait que je n'étais pas du coin, ben on a fait avec Serge Guillermet, avec des tas de gens du coin, Jean-Jacques Delatire, Jean-Paul Poihoui, David Jessop, Daniel Guépi et beaucoup d'autres, on a fait un chemin formidable dont je suis toujours très fier. Donc voilà, c'est la troisième leçon. C'est pas parce qu'on te dit que tu n'es pas de là que tu ne peux pas y arriver. Parce qu'on veut transmettre à Calédonie Ensemble, c'est ça. Et les politiques publiques qu'on veut mettre en place, elles s'inspirent de ces leçons. Quelle que soit ton origine sociale ou la modestie de ton milieu, quel que soit ton niveau scolaire ou ta capacité à réussir dans des études, quel que soit ton lieu de naissance, l'endroit où sont ou pas tes racines, le monde t'est ouvert, le monde t'appartient. Si tu en as le désir, si tu en as la volonté, si tu es capable de faire les efforts nécessaires, eh ben, tu pourras accéder à ce que tu convoites. Tu pourras arriver à faire ta place dans la société. Tu pourras arriver à trouver dans le regard des autres ce que tu attends pouvoir y trouver à un moment donné de ton existence. C'est ça Calédonie Ensemble. Quand on vous parle de justice sociale, la nécessité de faire en sorte qu'il n'y ait pas autant d'écart entre les revenus des uns et des autres dans un pays comme le nôtre, que les plus faibles, les plus marginalisés, les plus fragilisés, les anciens, les enfants, les femmes, les handicapés, qu'on puisse faire plus pour eux. Ça fait partie de cette politique-là. Lorsqu'on parle de l'école et qu'on dit qu'il faut rétablir l'égalité des chances,
Faire en sorte que, même si tu viens d'une tribu ou d'une vallée ou d'un village, tu aies autant de chances qu'un enfant des quartiers sud. C'est ça, le rétablissement de l'égalité des chances. Quand on dit qu'il faut qu'au plan économique, il y ait plus de libéralisme, plus de concurrence, pour permettre à des petites entreprises de se développer là où des mastodontes ont mis la main, ont capté le marché et sont tellement puissants et tellement forts qu'ils empêchent toute nouvelle entreprise d'éclore, toute concurrence de s'installer. C'est ça qu'on veut promouvoir, c'est ça qu'on veut permettre à notre petite société ilienne de pouvoir continuer à faire. Donc derrière toutes ces leçons de l'existence, il y a toutes ces politiques publiques qu'on essaye de mettre en place. Ces politiques, elles sont aussi issues de cette poignée de main qui nous aura accompagnés pendant toute cette campagne électorale. Cette poignée de main, c'est Jacques Lafleur d'abord. Pas par ordre de priorité, mais parce que je veux parler de lui d'abord. Jacques Lafleur, c'est l'incarnation de la promesse républicaine. La promesse républicaine, c'est celle qui fait que, en 1853, la France a pris possession de la Nouvelle-Calédonie. C'est-à-dire qu'en 1853, un pays d'Occident est venu planter son drapeau dans un pays d'Océanie au cœur du Pacifique, comme ça se faisait partout dans le monde à l'époque. Et c'est à partir de ce moment-là qu'est née la promesse républicaine. La promesse républicaine, c'est la liberté, c'est l'égalité, c'est la fraternité. La promesse républicaine, c'est la liberté de conscience, la liberté d'opinion, la liberté d'expression, la liberté de réunion. La promesse républicaine, c'est la démocratie, le pluralisme, le vote. C'est tout ça, une promesse républicaine. Et cette promesse républicaine-là, aujourd'hui, elle est ancrée dans cette terre de Nouvelle-Calédonie. Elle a irrigué la terre de Nouvelle-Calédonie. Est-ce que quelqu'un, y compris parmi les pires en termes de revendications, en termes idéologiques, je pense au Parti travailliste, des indépendantistes, est-ce que quelqu'un remet aujourd'hui en cause cette promesse républicaine? Est-ce qu'il y a un Calédonien indépendantiste qui cherche à nier que cette promesse républicaine désormais irrigue tellement le pays que quel que soit l'avenir du pays, les principes de cette promesse républicaine seront toujours respectés? Moi, ce que j'ai vu dans les programmes du FLNKS à l'occasion du référendum, c'est qu'ils ne remettaient nullement en cause la promesse républicaine qui est désormais devenue non plus celle de la France ou celle de Jacques Lafleur, mais qui est devenue la promesse de tous les Calédoniens. Tous les Calédoniens, désormais, quelle que soit leur ethnie, quelle que soit leur sensibilité politique, vivent aussi, acceptent aussi, ont intégré aussi cette promesse républicaine. À côté de cette promesse républicaine, on a celle de Jean-Marie Tjibaou qui est incarnée dans cette poignée de main. C'est la promesse kanak et océanienne. Cette promesse, et c'est ce qu'un certain nombre de la droite non indépendantiste n'ont pas compris, cette promesse kanak et océanienne, elle imprègne autant notre pays que la promesse républicaine. Cette promesse kanak et océanienne, c'est la promesse issue d'une civilisation millénaire, la civilisation kanak, qui est là depuis 3000 ans, qui a irrigué tout le pays et toute la Mélanésie. Cette promesse kanak et océanienne, c'est celle du peuple originel qui vivait là bien avant que d'autres populations venues d'ailleurs viennent s'installer en Nouvelle-Calédonie. Cette promesse kanak et océanienne, c'est la promesse du respect et de l'humilité, comme toujours quand on fait la coutume. Respect, humilité, on le dit. Je te respecte et je me baisse devant toi. C'est ça la promesse kanak et océanienne. La promesse kanak et océanienne, c'est celle du consensus. On ne décide pas à 5 contre 4 ou à 9 contre 8. On décide ensemble. Et s'il y en a un qui n'est pas d'accord, eh ben on va refaire le tour pour arriver à se mettre d'accord. C'est ça le consensus. Que le groupe reste harmonieux. Quand on décide à 5 contre 4, on brise l'harmonie du groupe. Toujours préserver l'harmonie du groupe. C'est ça, la promesse kanak et océanienne. Et cette promesse-là, aujourd'hui, elle fait partie de notre vie.
Qui ne fait pas la coutume quand il va dans une tribu? Qui n'essaye pas au gouvernement ou dans les assemblées de trouver un consensus? Même si quand on n'y arrive pas, on finit par décider à la majorité. Mais la démarche, c'est d'abord d'essayer de trouver un consensus au sein des assemblées du Nord, du Sud, des îles, au sein des communes, dans notre fonctionnement entre groupes politiques. Tout ça est issu de cette promesse kanak et océanienne. Nier cette promesse, ce que font ceux qui sont concurrents chez les non-indépendantistes dans cette élection, nier cette promesse, c'est nier la part d'âme du pays. Au même titre que nier la promesse républicaine, c'est nier une part d'âme du pays. Ces deux promesses, après 165 ans d'histoire, sont désormais deux promesses indissociables. Elles sont liées, elles sont mêlées, elles se sont métissées, elles sont nous. C'est devenu une promesse calédonienne. Et bien, c'est ce qu'on incarne dans cette élection. La diversité de la salle ce soir, une nouvelle fois. Le pays rassemblé dans sa diversité ethnique, culturelle, sociale, générationnelle, dans sa diversité géographique, tribus, vallées, villages, villes. Nous sommes le parti du pays. Le FLNKS Kanako-Kanak, à 98%, incarne une part du pays, mais il ne peut prétendre incarner le pays. Les autres non-indépendantistes, blancs à 95%, incarnent une part du pays, plutôt celui de la ville. Ils ne peuvent incarner le pays dans ses différentes dimensions. Alors que nous, par les listes que nous menons, Gérard Poadja dans le nord, Nahoué dans les îles, celles que nous menons en province sud, par la diversité de celles et ceux qui soutiennent notre démarche, par les votes qu'on obtient dans les tribus, dans les villages, en brousse, dans la ville également, on porte la dimension plurielle de notre pays. La promesse calédonienne dans ses différentes dimensions, c'est nous, aujourd'hui, qui l'incarnons, comme le RPCR dans les années 70, à l'époque où il y avait une très grande dimension kanak, Auguste Rébas, Weta, Dikukewe et beaucoup d'autres encore, a pu l'incarner à un moment de son histoire. Comme l'Union calédonienne, dans les années 60, avec sa dimension pluriethnique, sociale, ouvrière, de la brousse et de la ville, pouvait l'incarner. Aujourd'hui, Calédonie Ensemble est l'héritier de ces mouvements politiques-là, qui ont construit le pays. C'est pour ça que notre responsabilité dans le cadre de la sortie de l'accord de Nouméa est immense. Elle est immense. Nous avons une responsabilité supérieure aux autres, aussi bien au FLNKS qu'aux autres formations non indépendantistes. Parce que c'est nous qui avons la capacité à trouver les équilibres, les compromis, pour éviter ce chemin de confrontation qu'on nous promet, de part et d'autre. Puisque s'il y a un endroit où ils se retrouvent, FLNKS, comme Baques Santa, c'est bien pour l'organisation des référendums. Ils sont même en train de se concurrencer. C'est qui le fera plus vite que l'autre maintenant. C'est devenu une sorte de course à l'échalote. Eh bien nous, on n'est pas là-dedans, parce que là-dedans, ça n'a pas de sens. Parce que là-dedans, c'est le rapport de force. Parce que là-dedans, c'est comme si l'un voulait terrasser l'autre derrière moi. Alors que l'un n'a pas voulu terrasser l'autre. L'un et l'autre se sont serrés la main. Eh bien c'est ça qu'on incarne. Et c'est notre responsabilité dans cette élection. Je souhaiterais terminer en saluant la jeune génération. Cette élection a permis l'éclosion de nombreux jeunes talents. C'est pour nous, Calédonie Ensemble, une fierté. Une fierté que notre mouvement, aujourd'hui, puisse se renforcer avec une jeune génération calédonienne. Cette jeune génération calédonienne, notre responsabilité à Calédonie Ensemble. Parce que finalement, quand on regarde chez les autres, elle n'a pas sa place. Notre responsabilité à Calédonie Ensemble, c'est de lui donner sa place. Et vous les avez vus, ce n'est pas une place potiche, ce n'est pas une place pour décorer, ce n'est pas une place pour faire joli,
Ce n'est pas une place où on dit, ben voilà, il y a un jeune là. Non. Calédoniens ensemble, c'est dans les 6 premiers sur notre liste, 3 Calédoniens qui ont 30 ans. Sur les 6 premiers, 3 Calédoniens qui ont 30 ans et qui sont talentueux. Nicolas Metzdorf, Annick Weise et Emmanuel Cac. Ce n'est pas par l'opération du Saint-Esprit. On a voulu illustrer ce qu'on voulait faire. Et puis on a voulu aussi, quelque part, passer des relais. Vous savez, la politique, ça ne s'apprend pas au bord d'une table ou un soir au coin d'un bar. C'est un métier compliqué, où il y a beaucoup de météorites, beaucoup d'étoiles filantes. Mais il y en a peu qui réussissent à franchir les obstacles. La politique, c'est souvent en haute mer qu'on l'affronte. Et quand on l'affronte en haute mer, il ne faut pas être un barreur de petit temps. Parce que le barreur de petit temps, il aura du mal à poursuivre sa route dans les vagues et les embruns. Donc il faut que cette nouvelle génération, elle s'aguerrisse. Nicolas Metzdorf, l'air de rien, ça fait 10 ans qu'il est avec nous. Il est élu depuis 5 ans. Et le Nicolas Metzdorf d'il y a 10 ans, d'il y a 5 ans, ce n'est pas le Nicolas Metzdorf d'aujourd'hui. Il a appris beaucoup de choses. Il reste un peu turbulent, je trouve, comme d'autres, à la même âge. On a tous été impatients quand on avait 30 ans. Hein. On avait faim. On a toujours faim, d'ailleurs. Fin de responsabilité, fin d'engagement en faveur de l'intérêt général. Cette nouvelle génération aujourd'hui, j'en ai cité 3. J'aurais pu citer Jérémy, qui a aussi 30 ans, Manina, qui a une trentaine, Nina Julier, qui a également une trentaine. Toute cette génération nouvelle, Florence, qui nous rejoint, qui a une trentaine. Toute cette génération nouvelle est une génération qui, demain, exercera les responsabilités. Et je crois, et je conclurai là-dessus, que la plus grande joie, lorsqu'on est en responsabilité politique, la plus grande joie, c'est d'arriver à transmettre, de façon à ce qu'un mouvement survive. C'est ce qui compte. On voit des mouvements qui ont disparu. Le Parti socialiste a disparu. L'UMP est en très mauvaise position. Le Rassemblement, on vient d'assister à son acte de décès à l'occasion de ces élections. Donc, si on ne prépare pas de nouvelles équipes, de nouveaux responsables, de nouvelles générations, un mouvement s'étiole. Et donc, c'est ce qu'on a essayé de faire à l'occasion de cette élection. Et faites en sorte, pour permettre à cette jeune génération de prendre les choses en main, le 12 mai, que la victoire soit au rendez-vous. Je vous remercie.